Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonsoir. Bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe d'inspiration et de création. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter mon top 10 des écritures médiévales, mais aussi de vous donner des axes de compréhension de l'évolution un petit peu de ces calligraphies, de ces écritures manuscrites au fil des siècles. Donc, on va voir les toutes premières qui viennent directement de l'Antiquité romaine avec les capitales, mais ensuite d'autres écritures comme celle-ci que vous voyez ici, qui est une minuscule insulaire presque illisible. Pour revenir au gothique, donc très connu, toute une famille de gothiques à partir de la période romane jusqu'à l'invention de l'imprimerie. Et j'aimerais vous encourager à créer vos propres ductus. Donc c'est parti, allons-y. Voici la capitale romaine dans la Bible de Vivien qui date de l'époque de Charlemagne, c'est-à-dire du IXe siècle. Donc on voit ces grandes capitales qui ressemblent à celles qui étaient gravées sur les monuments, par exemple, très droites, très espacées, qui tiennent peut-être dans un carré. Bon, le I, pas tout à fait, sachant que le N tient plus de place, finalement, à eux deux, ils formeraient deux carrés. Donc, on constate aussi de nombreuses abréviations qui se matérialisent grâce à un trait que l'on pose au-dessus de la lettre. Donc, je sais que le premier mot est incipit, et on voit bien que les deux i et le t final a disparu. Alors, à la même époque que la capitale romaine, on va trouver dans les manuscrits une écriture très large et luxueuse qu'on appelle onciale. Cette écriture, en usage du 3 au 8e siècle, se caractérise par ses formes arrondies et l'absence de liaison entre chaque lettre. Elle est privilégiée pour la copie de textes religieux et littéraires et peut refléter peut-être une transition entre les majuscules, les capitales romaines précédentes et les minuscules qui vont arriver. D'ailleurs, l'onciale a servi de lettre majuscule, de lettrine majuscule, tout au long des siècles, d'initiale en fait. Alors, je vous propose maintenant d'aller voir le livre de Kells pour une variante irlandaise de l'onciale, la semi-onciale irlandaise, qui est absolument splendide, comme on le voit sur ce manuscrit, d'autant plus que j'ai choisi une page qui alterne le noir et le rouge, qu'on appelle rubrique. On voit là que les lettres ne sont pas séparées, mais qu'elles s'accrochent les unes aux autres et que certaines d'entre elles ont une forme tout à fait extraordinaire. Je pense à l'esperluette ou encore au G. Cette écriture d'apparat a permis aux moines de recopier la Bible, mais aussi d'apporter quelque chose qui sépare davantage les mots. Il y a davantage d'espace, comme on peut le voir par rapport à l'onciale précédente. Et aussi, il y avait une lenteur peut-être d'écriture, ce qui fait que certaines lettres sont ornementées, colorées, coloriées, entourées de points, tout un tas de procédés qui rendent le texte tout à fait charmant. Alors, au bas de cette page, sans doute fallait-il écrire plus vite, puisque l'on reconnaît la minuscule qui s'est invitée dans les 3 dernières lignes. La voici, cette minuscule insulaire dans The Book of Cern.
avec mon meilleur accent, pardon, qui se trouve à Cambridge et qui est un livre de prière. On voit qu'il s'agit d'une écriture cursive presque moderne, avec ces grands R qui descendent sous la ligne et, et voilà, qui donne un attrait particulier au texte. J'avais réalisé donc ce ductus en référence à cette écriture, ce qui consiste à faire des relevés de lettres. Et dans mon travail, on s'aperçoit que les ligatures sont très très présentes. Alors la ligature, c'est quand deux lettres sont fréquemment l'une à côté de l'autre, voisines dans un mot, et qu'on va les disposer différemment. En l'occurrence, il s'agit du dans les groupes ER, EC, EX, EG, EST, ERT peut-être. En tout cas, ce E qui est très fréquent dans les terminaisons latines va avoir un traitement particulier puisqu'il s'accroche à la lettre suivante. Et c'est joli en fait. Et voici la rustica. Alors je vous oblige à faire un bond en arrière pour retourner au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est une variante des capitales romaines, mais beaucoup plus rapide, peut-être plus proche d'une écriture cursive. On s'aperçoit que les mots ne sont pas très clairement espacés, mais il faut en incriminer aussi la numérisation, puisque comme le parchemin est un peu transparent, on voit les lettres du verso apparaître au recto. Et puis, c'est l'extrait du Vergilius Romanus, voilà, qui se trouve au Vatican. Et en plus, en arrondi, je ne sais pas si vous distinguez cet arc, mais il y a le tampon qui permet d'authentifier sa provenance. Donc, tout cela ne rend pas cette écriture très lisible, mais personnellement, j'aime beaucoup ces droites un peu courbées et puis la disposition des pleins et des déliés. Je préfère peut-être la rustica à l'onciale en définitive. Introduite à la fin du 8e siècle sous Charlemagne, la caroline est l'écriture la plus lisible et la plus claire. On raconte que Charlemagne avait confié au moine Alcuin la mission de travailler cette graphie pour qu'elle soit lisible et que les manuscrits gagnent en qualité. Du coup, on peut dire qu'aujourd'hui, la caroline est toujours en cours dans la mesure où notre écriture manuscrite reprend les formes des lettres fixées à cette période-là. Comme je vous le disais précédemment, la caroline n'a pas spécifiquement de majuscules. On va chercher dans la rustica ou dans l'onciale les formes majuscules qui vont venir en initiale. En tout cas, la caroline était une écriture très résistante parce qu'il faut attendre 4 siècles pour qu'émerge une autre manière d'écrire, une gothique. Alors, pour ce qui est des noms et des étiquettes, je pense qu'elles sont assez récentes et que les moines ou les copistes qui œuvraient à cette époque ne désignaient pas leur écriture sous ces appellations. Donc la gothique primitive correspond à l'époque romane et elle est beaucoup plus compacte et anguleuse. Donc on voit que la lettre se densifie, elle devient plus grasse, plus noire dans la page. Et là, j'ai choisi un extrait de la Bible des Capucins où on repère le choix des 2 colonnes qui permet de mieux
de mieux maîtriser le texte finalement, en le justifiant au maximum pour avoir cet effet de bloc. Et puis on a l'espacement entre les mots et bien sûr les ligatures qui continuent ou les abréviations. Alors j'ai voulu faire un bonus parce qu'il est vrai que les manuscrits continuent d'emprunter à l'oncial, voire à des formes, à des différentes variations de l'oncial ou de la rustica, ou de la capitale romaine peut-être, leurs initiales, leurs majuscules, leurs lettrines. Donc dans cette page, dans ce morceau de page extrait de Sur la concordance des évangiles de saint Omer, on voit à la fois des lettres majuscules pour faire le titre qui vont être filigranées en 2 couleurs, le vert et le rouge, qui sont à mon avis extrêmement bien réussis. On voit également une lettrine, la lettre D, qui va être tout en haut de la colonne de droite, et qui est suivie d'une autre lettre majuscule, comme il est d'usage pour les lettrines. Donc on a la grande lettrine et puis une petite lettre en couleur ensuite. Je ne sais pas lire le mot qui est proposé là, mais qu'à cela ne tienne, j'apprécie beaucoup cette disposition. Et puis on voit le M aussi qui est presque constitué de 2 ovales comme dans l'oncial et à qui on rajoute une petite végétation décorative. Donc voilà pour ces lettres qu'on va appeler lombardes ou tourneurs suivant la zone géographique, suivant si on est au nord ou au sud, ou plutôt au sud pour les lombardes et au nord pour les tourneurs. À moins que je me trompe. Nous voici à la gothique textura. Donc là, on a l'affirmation des caractères de cette écriture gothique qu'on pratique encore aujourd'hui, qu'on voit beaucoup dans les logos, je trouve. Donc une écriture qui est assez large, où les pleins et les déliés sont au maximum de leur opposition, où l'espace intérieur, en fait, dans une lettre, va être égal à l'espace d'épaisseur de trait. Et cela produit un effet parfois d'illisibilité, parce que pour écrire un minimum en gothique textura, eh bien, on est obligé de créer une succession de traits qui se ressemblent tous, et le fin filet qui lirait la lettre par le haut ou par le bas est parfois à peine visible à cause de l'angle du petit angle de départ et d'arrivée. Donc voilà pourquoi on trouve souvent sur les i une sorte d'accent, un trait oblique et fin qui permet de les distinguer du restant des jambes qui appartiendraient peut-être au M, peut-être au N. En tout cas, cette écriture encore plus compacte permet d'insérer un maximum de texte dans un minimum de place. Je ne résiste pas au plaisir de vous partager une gothique Précisus. En fait, la différence avec la textura tient au pied de lettre, c'est-à-dire que le pied de la Précisus est vraiment entre la ligne, il est tout droit, sans ce petit carré qui termine la gothique textura précédente. Ça veut dire que lorsqu'on trace ces lettres, on est obligé d'avoir un petit mouvement de plume pour appuyer le pied de lettre sur la ligne du bas. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est
la gothique qui est employée dans le Luttrell psalter, ou l'Ormesby psalter, pardon pour mon accent. Et en tout cas, elle est beaucoup plus légère, me semble-t-il, à cause du fait que ce pied de lettre permet de mieux séparer, laisse passer un peu d'air ou laisse de l'espace à la lettre suivante et tout n'est pas lié par le bas. Et voici notre dernière gothique, la gothique dite bâtarde, qui apparaît entre le XIV et le XVIe siècle, qui sera donc la dernière écriture manuscrite au Moyen Âge. Contrairement à la gothique textura, très rigide et angulaire, la gothique bâtarde est souple et fluide. On voit des courbes, même si on garde certains angles. J'ai pris comme exemple 2 livres d'heures, celui de Charles d'Angoulême et celui d'Anne de Bretagne, qui vous montrent combien les bordures aussi sont travaillées. Alors pour Anne de Bretagne, il s'agit de l'enlumineur Jean Bourdichon. Elles sont très très connues. Pour Charles d'Angoulême, elles sont moins fréquentes sur les pages. On voit en transparence dans la marge la bordure végétale qui est au verso de la page, de l'autre côté de la page en tout cas. Et aussi on travaille les initiales en forme de lettres, de lettrines dans des cadres ornés de végétation ou de personnages. Les majuscules sont particulièrement intéressantes avec des formes très arrondies, très très légères, très dansantes en fait. Cette écriture élégante se caractérise également par la forme de ces S interne à l'intérieur des mots. Et c'est là qu'on a trouvé ensuite, dans les caractères d'imprimerie, une forme de S qui ressemble terriblement au F. Voilà. Pour calligraphier cette lettre qui prend une proportion importante et qui donne un caractère incliné à cette gothique bâtarde, il faut avoir le coup de main et jouer sur la pression de la plume. Alors il y aurait énormément de choses à dire encore sur toutes ces écritures médiévales. J'ai essayé de vous les regrouper en familles, en 2 grandes familles. Bon, le début était un peu bousculé dans la chronologie. Quant à la fin, elle était plus chronologique, toute cette famille de gothique qui a été renommée et que l'on voit évoluer au fil des siècles. Alors l'idée serait de pouvoir observer dans un des manuscrits l'écriture que l'on préfère, de relever les lettres pour les comparer, pour essayer de voir en quoi elles sont où se trouvent les pleins et les déliés, quel est leur poids, c'est-à-dire quelle est l'épaisseur du trait par rapport à la hauteur de la lettre. Est-ce que les angles, c'est-à-dire les parties de lettres qui dépassent de la ligne sont plutôt hautes ou au contraire, est-ce qu'elles sont plutôt basses? Toutes ces observations pourraient aider alors à construire son propre ductus en testant des manières d'écrire et en relevant des spécificités pour l'écriture choisie. Lorsqu'on achète dans le commerce un ouvrage, par exemple, il s'agit souvent d'un mix entre plusieurs graphies appartenant à la même époque, car chaque
copiste avait son style, effectivement, et on en dégage ensuite une sorte de moyenne. Mais personnellement, je trouve extrêmement intéressant d'aller voir de ses propres yeux comment sont traitées les choses. Et puis au passage, on peut retrouver des lettres, des ligatures, des abréviations, des esperluettes qui sont intéressantes. Merci d'avoir suivi ce tour d'horizon des écritures médiévales. Dites-moi en commentaire quelle est l'écriture qui vous plaît le mieux. Entraînez-vous, faites des essais, regardez les manuscrits, tous les liens des manuscrits que j'ai cités avec les noms des écritures médiévales sont dans le commentaire. Et vive la calligraphie, vive l'enluminure, je vous dis à bientôt.